Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier journal de la semaine à la une de ce vendredi 9 décembre. Il veut écouter ses citoyens, le député Xavier Roseren lance sa plateforme de recueil d'idées et d'avis. Il a présenté cette initiative ce jeudi soir, mais la réunion a été plutôt mouvementée, c'est ce que nous racontera Emmanuel Jaude. La Seconde Guerre mondiale est faite d'une multitude de drames. Certains ont touché nos vallées et nos montagnes. Dans le petit village d'Aberlune en Haute-Savoie, Joaquin Cotet était le seul survivant de la tragédie du château. Nous avons rencontré sa famille. Reportage en fin de journal. Je vous le disais à l'instant, Xavier Roseren, député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, a lancé son conseil citoyen. Avec cette plateforme expérimentale en ligne, il souhaite intégrer davantage la population au processus démocratique. Mais l'initiative a reçu un accueil mitigé ce jeudi soir en vallée de l'Arve. Les riverains sont perplexes et se posent des questions sur le fonctionnement même de la démocratie. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Limité à 110 km/h, l'A40 tout au long de l'année, telle était la première question posée par le projet de conseil citoyen de Xavier Roseren. Mais ce qui devait être une concertation collégiale a vite tourné à la discussion enflammée ce jeudi soir. Car si tous les participants s'accordaient sur la nécessité de renforcer les mesures en faveur de la qualité de l'air dans la vallée, l'initiative du député a toutefois du mal à passer. C'est une perte de temps. Aller discuter là sur ce premier sujet du 110 km/h, si vous ne regardez pas beaucoup d'autres problèmes qui interviennent dans la pollution, c'est, je vous dis, occuper les esprits des gens et ne pas attaquer le problème sur un éventail de causes en fait. Et c'est comme ça, systématiquement, en fait, on utilise des petits détails qui vont occuper les esprits et qui vont faire qu'on ne traite pas le problème. Donc non, je ne m'inscrirai pas et je pense que d'autant plus qu'on a quand même une démocratie qui marche vraiment plus, puisque même si les citoyens donnent leurs avis, ils ne sont pas vraiment écoutés. Un ras-le-bol partagé par de nombreux habitants, mais qui a toutefois été l'une des raisons pour lesquelles la plateforme a été créée et mise en ligne. Volontairement, c'était en fait une invitation par les réseaux sociaux. Et on a vu ce soir qu'il y a eu des discussions très vives avec des gens qui forcément ne se laissaient pas parler. Mais le conseil citoyen, c'est ça, c'est réussir à réunir des gens qui n'ont pas le même avis. Sinon, ce n'est pas un conseil citoyen. Et si on réunit que des gens qui sont pour nous, ben forcément, ça ne sert à rien. Donc le conseil citoyen, c'est trouver les règles pour arriver à discuter ensemble sur des sujets, encadrés avec une plateforme numérique qui est sur roseren.com. Une ébauche de démocratie participative qui n'a donc laissé personne indifférent. Car si la plupart ont trouvé l'initiative constructive, ils ne sont que quelques-uns à vouloir prendre part à la réflexion. Le fait qu'il accorde la parole aux citoyens, pourquoi pas, ça va dans le bon sens. Moi je pense qu'il y a des problèmes extrêmement graves qui se passent notamment en France et dans la région notamment qui est très grave, c'est la pollution, avec une possibilité de trouver des choses qui fassent changer ce problème de pollution. À travers des réunions, des visios et des consultations régulières, plusieurs thèmes seront abordés. Au-delà de la limitation de la vitesse, les questions de la fin de vie ou de la diminution des frais de succession devraient être soumises à discussion dans les prochains mois. Autre ville, autre concertation. Après Groisy, c'était au tour du village de Douin d'accueillir une réunion publique autour du PLUI du Grand Annecy. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est en effet présenté aux habitants des différentes communes de l'agglomération. Parmi les thématiques abordées, citons l'agriculture, les mobilités ou encore l'environnement. Ces phases de débat interviennent après une première étape de concertation en 2021. Et je vous propose d'écouter Christian Anselme, vice-président du Grand Annecy, et une habitante de Saint-Joriot au micro de Pierre Boucaud et Xavier Bouquet. Chaque commune aujourd'hui est dotée d'un document d'urbanisme local, mais donc les thématiques à traiter étant dépassant largement les frontières de chaque commune, l'habitat, l'environnement, l'économie, la mobilité. On a décidé de le faire donc à l'échelle de ce nouvel EPCI, de ce qu'on appelle le Grand Annecy. C'est des moments d'échange qui sont riches pour nous élus et qui viennent conforter très souvent finalement les orientations qu'on compte donner à ce document.
C'est une chance extraordinaire de pouvoir nous laisser la parole et de pouvoir s'exprimer sur des défis pour la transition environnementale et énergétique. Donc il y a quatre postes, chacun débat sur les avis à apporter et les changements. Donc c'est très bien, on nous donne la possibilité de traiter des objectifs et je pense qu'il faut en profiter, il ne faut surtout pas hésiter à aller à ces réunions et de débattre avec les élus. Et j'ajoute que 3 autres réunions publiques auront lieu sur le territoire dans les prochaines semaines, le 14 décembre à Épagny, le 18 janvier à Alby-sur-Chéran et le 29 à Annecy. La neige est tombée aujourd'hui dans nos départements, vous l'avez peut-être constaté sur les routes. En station, en tout cas, on se réjouit des chiffres prévisionnels de la fréquentation. Selon le dernier baromètre de l'agence Savoie-Mont-Blanc, le taux d'occupation pour la saison à venir est en hausse de 4%. Ce taux est stable pour les congés de Noël par rapport à la même période l'année dernière. Les stations prévoient ainsi en moyenne un remplissage de 62% pour ces vacances. Et puis, puisque nous parlons neige, parlons de ski de fond. Avec la victoire de Richard Jouve, le fondeur de Méribel a remporté le sprint classique de Beitostølen en Norvège ce vendredi. Il signe ainsi la 3e victoire de sa carrière. Il a dominé en finale l'Italien Mocellini et le Suédois Alf Varsson. Je vous propose d'écouter Richard Jouve au micro de la FFS TV. Très satisfait de la course d'aujourd'hui, le premier podium de la saison, première gagne après un début de saison un peu difficile à Ruka et Lillehammer. Aujourd'hui ça lance toute l'équipe, tous les athlètes, tout le staff, ça fait du bien à tout le monde, donc c'est hyper cool. C'était pas la meilleure des journées en termes de physique au début à la qualif, donc il a fallu se mettre dedans pour faire une bonne qualif, et ensuite une fois la qualif faite, une fois qu'on est dans les 30, tout peut se jouer. J'ai vu que j'étais bien pas très loin en temps. Donc je pensais bien que j'allais pouvoir faire une bonne journée. Et derrière, il a fallu prendre quart, demi, être devant à l'attaque, se faire respecter et finir cette dernière bosse devant. Et la finale, ça a été pareil, il a fallu jouer devant parce que c'est hyper important le placement sur cette piste. Donc il a fallu sortir devant et ensuite rien lâcher jusqu'à l'arrivée. Et puis en biathlon, signalons la très belle 2e place d'Emilien Jacquelin sur le sprint d'Oschwilzen remporté par l'inévitable Johannes Bö, toujours leader incontesté de la Coupe du Monde. Malgré la neige et le froid, focus à présent sur la natation en extérieur, dans une eau froide, même très froide. Les championnats de France de nage hivernale ont débuté ce vendredi à Megève et Luc Aruche était sur place. Il fait un froid de canard, il neige. On est à Megève à 1000 mètres d'altitude, un temps parfait pour prendre un chocolat chaud. Mais non, certains irréductibles préfèrent nager dans une eau à 5 degrés. On est au championnat de France de nage hivernale et nous on va découvrir cette pratique pas comme les autres. Même dimension, même ligne d'eau, cette piscine olympique semble tout à fait normale, à une exception près. Elle est à combien là du coup? Là on est sur du 5-3. Nous voici au championnat de France de nage hivernale. Allez, c'est parti, une discipline cousine de sa grande sœur, la natation. Alors la différence, c'est surtout la température de l'eau, bien sûr. On doit être en dessous des 10 degrés, donc là on est à 5,4 degrés ce matin, donc on est vraiment dans le bon thème. Et puis il y a quelques petites caractéristiques, notamment la mise à l'eau. On n'a pas le droit de plonger, on n'a pas le droit de sauter dans l'eau. On doit descendre tranquillement par l'échelle. Et voilà, et la caractéristique de l'eau froide, c'est le ressenti surtout de l'eau froide sur la peau. Pratiquée depuis des années maintenant par nos voisins nordiques, la nage en eau froide procure au corps humain de nombreux bienfaits recherchés par les athlètes. Il y a des sensations extraordinaires quand on ressort, dès qu'on est rhabillé, on est bien, on a une sensation de confort extraordinaire. Moi j'avais tendance à avoir des bronchites chroniques et depuis que je fais cette pratique, c'est quand même ça s'est quand même amélioré. Les épreuves se dérouleront jusqu'à ce dimanche ici à la piscine de Megève.
Et moi de mon côté, j'ai vraiment hésité jusqu'au dernier moment avant de me jeter dans le grand bain, mais je crois que finalement je préfère rester bien au chaud dans mon manteau. Effectivement, on est plus au chaud au bord du bassin. Un tout autre sujet à présent. Ils avaient entre 17 et 27 ans. 31 jeunes ont perdu la vie dans la tragédie d'Aberlulin en Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bal de Noël qu'ils avaient organisé le 25 décembre 1943 s'est terminé en massacre. 25 hommes ont été fusillés sur place, 8 ont été déportés, 2 seulement sont revenus des camps. L'un d'entre eux était originaire d'Aberpoche, en Vallée Verte, et nous avons rencontré sa fille qui perpétue avec sa famille la mémoire de ce drame. Regardez. Le 25 décembre 1943, le soir de Noël, les soldats de la Wehrmacht entrent dans le château d'Aberlulin. Il est 1h du matin, les jeunes de la vallée ont organisé un bal clandestin puisqu'interdit à cette époque. Ils ont été dénoncés par un faux maquisard infiltré dans un groupe de bûcherons du village, réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. Les Allemands, mitraillettes à la main, firent irruption. Une horde de sauvages, casqués et bottés, hurlant. Des coups de feu furent tirés en l'air, sans doute pour nous intimider. Les Allemands pensaient trouver ici des armes parachutées quelques mois auparavant sur le plateau des Moises tout proche. Le père de Françoise, Joaquin Cotet, assistait au bal. Sans doute le traître avait-il dit que nous avions les armes du parachutage. L'officier nous dit, puisque personne se dénonce, vous serez tous fusillés. Un SS posa la main sur l'épaule de l'un d'entre nous, le poussa dans le couloir, un autre SS appuya sur la gâchette. Il tomba foudroyé. 25 jeunes sont ainsi fusillés ce soir-là. Les jeunes femmes présentes et 8 hommes, dont le père de Françoise, sont emmenés à la prison du Pax à Annemasse avant de rejoindre les camps. Et le 2 janvier 1944, il est parti pour Compiègne, où là, il est parti en wagon plombé pour les camps. Et son premier camp a été Buchenwald, Flossenburg, Hersbruck, qui est un commando d'extermination, et ensuite Dachau. Et là, il a été libéré le 29 avril 1945, vers 17h. Joaquin Cotet retrouvera son village natal d'Aberpoche le 30 mai 1945. Il se marie un an plus tard. De ce mariage naîtront 3 enfants et 6 petits-enfants. Longtemps muré dans le silence, il acceptera finalement, à la demande de ses enfants, de raconter son récit dans un livre. Françoise a tapé pour lui ce témoignage glaçant et poignant qu'elle a mis à disposition de la bibliothèque du village. Nous, en tant qu'enfants, nous n'avions que des anecdotes. Il fallait surtout pas laisser son pain, il fallait finir son assiette. Il nous disait qu'il avait tellement manqué en Allemagne. Quand on l'a vu écrit, là, on a réalisé ce qu'il avait vraiment vécu dans les camps. Joaquin est décédé le 27 septembre 2002 des suites d'un AVC. En 2005, sa famille a rencontré lors du 60e anniversaire de la libération de Dachau un vétéran américain qui avait participé à cette libération. Alan Lukens est venu se recueillir sur le mémorial du château d'Aberlulin, incendié le soir de la tragédie par les Allemands. Sur ce lieu, il a témoigné de l'horreur qu'il a découvert dans les camps. Je n'ai pas oublié ces remorques de cadavres, toute cette misère d'une détention dans des conditions inouïes, cette brutalité et cette inhumanité des nazis. J'ai vu des hommes cabossés qui puisaient dans leur dernière force pour se redresser. Chaque année, la vallée rend hommage aux 31 victimes de la tragédie du château. Une cérémonie rassemblera ainsi la famille de Joaquin, les élus locaux et les enfants des écoles le 18 décembre prochain à Aberlulin. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Mais restez avec nous pour la suite de vos programmes. Surveillez bien la météo dans un instant que vous retrouvez en compagnie de Thierry Paul. Mais soyez prudents d'ailleurs en montagne puisque le risque d'avalanche est déjà élevé sur les massifs. Vous avez rendez-vous également ce soir avec une nouvelle chronique cuisine. Sébastien Germain a suivi scrupuleusement les conseils d'Ariane Schmitt alias Fenouil pour concocter une délicieuse betterave. Lundi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour un nouveau journal. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et à très vite.